beaucoup malades. Docteur Bréard, merci. Merci, docteur Ovas, chère Elisabeth. Merci à tous. Merci à Jonas de m'avoir laissé un petit quart d'heure en plus, parce que je vais pouvoir parler un peu plus longtemps. J'ai beaucoup de diapos à vous montrer. Je voudrais être dans le concret et vous parler de quelque chose qui me passionne. C'est un véritable changement de paradigme. Et je vous invite à changer de paradigme pour passer du soin à la vraie prévention par autre chose. Vous savez bien que la dépendance est un problème majeur qui a un coût exponentiel. Déficit de la Sécu, même si on nous annonce que le trou va être comblé bientôt, est encore considérable. La crise économique, on sait bien qu'elle est toujours là. Et puis on sait bien que le système français n'est pas le meilleur, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il est basé que sur le curatif et pas sur le préventif, et parce qu'on pense être les meilleurs et que c'est pas vrai. Tout à l'heure, on a parlé d'espérance de vie. L'espérance de vie à la naissance, elle est effectivement de 85 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes, et on pense être les meilleurs parce qu'on est les premiers en Europe pour les femmes. Eh bien, c'est pas vrai, parce que qu'est-ce qui compte? C'est l'espérance de vie sans incapacité. Et quand on regarde ça, on se rend compte qu'on est les 6e pour les femmes et les 7e pour les hommes, avec 63 ans et demi d'espérance de vie sans incapacité pour les femmes, et seulement 62 ans d'espérance de vie sans incapacité pour les hommes. Regardez un petit peu Malte, un tout petit pays méditerranéen, 71 ans et demi pour les femmes d'espérance de vie sans incapacité. C'est considérable par rapport à nous, 8 ans de plus. Donc on n'est pas les meilleurs, contrairement à ce qu'on pense. Pour vous expliquer tout ça, je voudrais vous parler avec une histoire clinique, l'histoire de Madame Lucie, elle, pour nous amener au concept de fragilité avec Linda Fried, que je vous ai mis en photo. Elle est plus belle que ça en vrai, je vous assure. Et puis de vous montrer comment est-ce qu'on peut gérer ça, et le modèle du Gérontopole de Toulouse, qui est le modèle français de prise en charge de la fragilité. Madame Lucie, c'est une histoire tout à fait banale. Madame Lucie, on va commencer son histoire à 75 ans, elle est très active, elle est présidente du club du 3e âge, elle pourrait être présidente du CODERPA. Je rigole. Elle est bénévole au Resto du Cœur et tout le monde la connaît, parce c'est une grande dame maigre qui fume le cigarillos. Elle a 54 kilos, comme à ses 20 ans. Et puis depuis 16 ans, elle est veuve, et elle vit dans son appartement, qui est au-dessus de l'ancienne épicerie qu'elle a tenue avec son mari pendant des années. Ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, ou n'ont jamais eu d'enfants en tout cas. Elle a fumé jusqu'à 2 paquets par jour entre 25 et 70 ans, et aujourd'hui, pour s'en souvenir, elle fume 3 cigarillos par jour. Elle a du diabète, une maladie chronique, une hypertension, une autre maladie chronique, qui est liée. Et puis elle prend un médicament pour dormir depuis des années, parce que sinon elle dort pas. Et j'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à le faire, et pourtant statistiquement, vous êtes très nombreux à prendre un somnifère pour dormir, ce qui est très dangereux. Ça multiplie par 1,5 le risque d'avoir un Alzheimer, et par 5 le risque de tomber. Et je vous rappelle que pour dormir, c'est limité à 7 jours. Mais elle prend ça quand même, et c'est une dame très active. Et puis à 77 ans, tout change. Premier incident, elle se casse le poignet. Elle se prend les pieds dans une palette au Resto du Cœur avec une copine, et heureusement, sa copine qui était avec elle a un fils orthopédiste à la clinique du coin. La copine appelle le fiston, qui prend entre 2 consultations la copine de maman. Il lui fait le diagnostic de fracture, il la plâtre tout de suite sans qu'il y ait besoin de l'opérer. 3 semaines après, il la revoit, pas besoin de faire autre chose, rééducation, tout va bien, merveilleux. Grâce à maman, elle a évité, grâce au fiston de la copine, elle a évité le passage aux urgences. Banal. Les 7 années qui suivent sont apparemment calmes, quoique son diabète est de moins en moins bien équilibré. Son hypertension, donc le médecin change le traitement, ce qui est marqué, voilà, c'est pas grave. Mais surtout, elle suit bien son régime. Alors je dirais tout à l'heure, il faut surtout pas faire de régime quand on est âgé avec le diabète. Mais on lui dit de suivre sur un régime, donc elle suit tellement bien le régime qu'elle pèse plus que 48 kilos. Qu'on a dû augmenter le traitement pour le diabète, sinon c'est trop élevé. Que son cœur est parti en arythmie, donc il est trop rapide, il faut le ralentir avec des médicaments. Et puis elle tombe de temps en temps, mais c'est pas trop grave parce qu'elle se casse jamais. On en a plein des comme ça. Vous en connaissez plein, peut-être parmi vous, il y en a qui sont comme ça. À 84 ans, c'est une mauvaise année. Ça commence mal, c'est la provoque, Elisabeth. D'abord, elle a des boutons, et puis comme beaucoup dans le département, on va d'abord pas voir le médecin, mais on commence par voir le magnétiseur pour barrer le feu. C'est quand même vachement important, qui propose de l'argile verte en application biquotidienne, et ce qui devait se passer arriva, surinfection des lésions cutanées. C'est bien qu'on finit par voir le médecin quand le zona est déjà bien installé et qu'on a une infection de sa peau. Voilà.
et qu'elle a très très mal, le médecin diagnostique avec un beau diagnostic, un zona T6, T7, surinfecté, et il propose un antibiotique du fait de l'infection, et puis du Laroxyl, qui est un vieil antidépresseur, 50 mg 2 fois par jour, ce qui en fait est tout aussi interdit chez le sujet âgé, parce que ça fait tomber encore plus, mais c'est pas grave. Malheureusement, suite à ce zona, tout rentre dans l'ordre, mais elle tombe de plus en plus souvent. Peut-être le Laroxyl, peut-être le zona, peut-être la douleur. Et puis le 22 décembre, juste avant Noël, la dernière chute est la bonne, ou plutôt la mauvaise, c'est la catastrophe, elle se casse le col du fémur. Son médecin traitant, très dévoué, quitte ses consultations pour elle et va la ramasser, il fait le bon diagnostic et il l'envoie aux urgences. Le service d'urgence ne l'a pas trop débordé, bingo, fracture du col du fémur, le chirurgien n'est pas loin, on l'envoie en orthopédie où elle va être opérée. Apparemment tout va bien, donc elle va en urgence, en chirurgie, ça c'est la phase positive de la pièce. Et puis en fait, tout se passe mal en post-opératoire. Elle a des troubles de conscience, elle est transférée à J10 en soins de suite gériatriques, où on se rend compte qu'elle a plein de problèmes. Qu'elle a une nutrition majeure. Alors, le but de 24 grammes, c'est technique, mais en dessous de 35, c'est pas bien. Un ménage à 12, c'est catastrophique. Elle a fait un coma hyperosmolaire sur une déshydratation, donc c'est un coma diabétique. En fait, on ne savait pas à l'hôpital qu'elle était diabétique, donc on n'a pas continué le traitement antidiabétique. On ne savait pas à l'hôpital qu'elle avait une benzodiazépine pour dormir, c'est bien qu'on l'a sevrée brutalement, qu'elle a fait un syndrome de sevrage. On l'a calmée pour la douleur avec des traitements qui font péter la tête, et donc tout ça fait péter sa tête. Et malheureusement, ça se finit mal, parce que malgré tout ce qui a été mis en œuvre, elle meurt au bout de 15 jours, après avoir pris des escarres, malgré une prévention active. Et donc, après être passée en gériatrie, malheureusement, elle monte au ciel directement. Histoire banale. Tout le monde a bien fait son boulot, tout va bien. Très banale. La vieillesse, naufrage de De Gaulle, c'est pas marrant de vieillir, puis elle est morte. La fatalité est plus forte que la médecine, même de pointe. Et puis chaque acteur à son niveau dit, moi j'ai bien fait mon boulot. J'ai très bien fait mon boulot. Si on analyse un petit peu chaque acteur, vous allez voir qu'ils sont tous très contents d'eux-mêmes. Le médecin traitant est juste sa prise en charge tout à fait satisfaisante. Il la connaissait bien, il l'a suivi pendant 10 ans, il n'a jamais raté un rendez-vous. Il a adapté son traitement aux pathologies de la dame. Il a été la voir à domicile, alors même qu'elle avait été voir un magnétiseur. On va voir le magnétiseur, on fait venir le médecin chez soi. Donc j'étais gentil, j'y suis allé quand même. Et puis quand elle s'est cassé le col du fémur, tout de suite j'y suis allé, j'ai tout quitté, mes consultations, j'ai fait le bon diagnostic, j'ai envoyé dans le bon service d'urgence, j'ai fait parfaitement mon boulot. Donc je suis très content, et donc, comme on est tous très contents de ce médecin, on lui donne la médaille d'or. Le service d'urgence, pour une fois, le patient a été pris en charge rapidement. Le bilan radiologique, clinique, paraclinique, a conduit à un diagnostic rapide de fracture de col du fémur, une prise de décision rapide, simple, efficace, protocolisée. L'infirmière est super contente quand on l'interroge, dit « Dans ce cas-là, on a bien identifié la douleur, avec une grille parfaitement validée de reconnaissance de la douleur. Je l'ai signalé au médecin qui a tout de suite pris quelque chose. J'ai injecté le produit pour la douleur à la patiente, donc on a vraiment fait notre boulot. » Le chirurgien orthopédiste était là sur place, on l'a vu tout de suite, pas de problème. Puis pour le directeur de l'hôpital, rapidité, efficacité, DMS court, c'est durée moyenne de séjour courte, cotation d'actes, satisfaction de l'équipe soignante, super. Le service d'urgence a le droit aussi à la médaille d'or. Le chirurgien, il a fait parfaitement son boulot. Il a mis la prothèse parfaitement bien, la bonne prothèse pour la bonne personne, de la meilleure manière, tout s'est bien passé, elle a mis dans le bon axe, tout va bien. L'anesthésiste, il l'a rendue vivante, c'est déjà pas mal. Il a contrôlé les fonctions vitales, il a géré malheureusement le coma hyperosmolaire qui n'était pas prévisible parce qu'on ne savait pas qu'elle prenait un traitement antidiabétique. Il a calmé parce que quand même il s'agite, c'est même dommage de s'arracher une prothèse de hanche, de se la luxer quand on s'agite après une opération, donc il a bien calmé, avec du néphopane, du tramadol. Alors je vous dis tout de suite, c'est des médicaments qu'il ne faut pas donner chez le sujet dément parce que ça les rend péter. Donc il est content aussi. Alors là, on leur donne une médaille d'or, mais une à chacun, parce que vous savez, les gaziers et les chirurgiens, ça ne se parle pas, et donc il y a une médaille d'or chacun. Ils ont bien fait leur boulot. Le service de soins de suite gériatrique. L'équipe soignante a identifié avec des outils standardisés et validés la confusion, la douleur, le risque d'escarre, la dénutrition. Ils y mettent en place des interventions adaptées de nutrition, de positionnement, de nursing, d'accompagnement. Les rééducateurs ont évalué les capacités motrices de la dame. Ils ont mis en place une politique de maintien de la force musculaire, d'installation et de prévention des escarres. Le psychologue a coordonné les mesures de limitation de la confusion. Et puis le gériatre a validé et coordonné le projet de soins personnalisé.
Il a identifié tous les facteurs de confusion qui étaient traitables, il a corrigé ceux qui pouvaient le faire, et puis il a traité activement les pathologies en cours. Si on pouvait faire ça tous les jours dans mon service, je serais très content. Et donc, il mérite aussi une médaille d'or. Tout le monde a la médaille d'or, mais la dame est morte. C'est embêtant. Est-ce que cette évolution était fatale? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses? Bien sûr, tout le monde semble satisfait de sa prise en charge, mais plutôt en se comparant à ses propres habitudes, à ses propres références personnelles, qu'à des recommandations et surtout s'en tenir compte des autres. On pressent qu'autre chose était possible. Peut-être une prévention, peut-être pour les chutes, peut-être pour le zona, peut-être pour la fracture, peut-être pour la confusion. Peut-être que les prises en charge étaient différentes si on avait centré les choses autour de la patiente et non pas autour de chacun de nos pratiques propres. Et peut-être que le problème, c'est une vision globale, peut-être même pas de coordination, mais carrément d'intégration centrée sur Madame Lucie. Tout à l'heure, Madame Desclercq-Dulac nous a parlé de parcours. Le parcours, c'est fondamental. La logique de parcours, ça nous permet de recentrer le raisonnement sur le patient. Ça nous permet d'analyser non pas des pratiques individuelles par rapport à ce qu'on fait nous, mais par rapport aux besoins du patient, à l'objectif qu'on a pour le patient. Et quand on voit cette dame, on voit qu'il y a deux grands parcours, un parcours de santé à domicile et un parcours de soins intra-hospitaliers, et qu'il y a une interface qui a très mal fonctionné entre les deux. Et puis que peut-être dans les deux parcours, il y avait beaucoup de choses à améliorer aussi. Tout ça pour avoir la fragilité, puis on va le reprendre tout à l'heure, Mme Lucie en fil rouge, on verra qu'on aurait pu faire autrement. Linda Fried, 2001, c'est une date fondamentale de la médecine moderne, de la gériatrie moderne, c'est le changement de paradigme. C'est la fragilité. Qu'est-ce que nous dit Linda Fried? C'est que depuis longtemps, on savait bien que la fragilité, c'est un état intermédiaire entre ce qu'on connaît bien, la robustesse, c'est-à-dire on n'a pas d'altération des fonctions ni physiologiques, ni cognitives, ni aucune pathologie, et le handicap, la dépendance. Vous savez que on peut pas être dépendant et vieux en même temps, on peut pas, je veux dire, handicapé et vieux, puisqu'aujourd'hui, dans notre monde dichotomique, on est handicapé avant 60 ans et dépendant après 60 ans, ce qui ne donne pas le droit au même droit, ce qui est un peu embêtant. Et donc les dépendants, c'est ceux qui ont des pathologies sévères, évolutives, compliquées et du handicap. Puis entre les deux, c'est là qu'est la place de la fragilité. Entre les deux, c'est la fragilité, cette diminution des réserves physiologiques qui rend plus difficile l'adaptation aux différents stress. Le stress, c'est pas que psychologique, c'est les interventions chirurgicales, les fièvres, les chutes, les accidents, les maladies. Et les chocs psychologiques aussi, bien sûr. Que nous dit Linda Fried? Et c'est vraiment là le grand changement de paradigme. Linda Fried nous dit qu'il y a 5 critères fondamentaux. Les 5 critères de Linda Fried, c'est la perte de poids involontaire, la sensation subjective d'épuisement, la baisse de la force musculaire, le ralentissement de la vitesse de marche et l'activité physique réduite. On va beaucoup en reparler. La sédentarité, c'est dramatique et ça se mesure. Et je vous dirai comment le mesurer pour vous tout de suite, dès demain. Quand on a 1 ou 2 critères, on est pré-fragile. Quand on a 3 critères ou plus, on est fragile. Et là, il faut vraiment faire quelque chose très rapidement, et je vais vous le montrer très vite. Ces 5 critères ne sont pas indépendants les uns des autres. La perte de poids involontaire va induire une baisse de la force musculaire, mais aussi une fatigue et une baisse de l'adaptation à l'effort. Ces 2 critères-là, mélangés, conduisent à un ralentissement de la vitesse de marche, qui conduit elle-même à une baisse de l'activité physique, qui conduit à une baisse de l'appétit et donc une perte de poids. Donc c'est le véritable cercle vicieux de la fragilité qui va s'agir de casser. Tous ces critères n'ont pas la même valeur. Le premier qu'il faut repérer en premier si on veut dépister la fragilité et donc prévenir la dépendance, c'est la baisse de la force musculaire. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un petit appareil qui s'appelle un dynamomètre. Combien de médecins dans le département ont des dynamomètres? Je pense que c'est tout proche de 0, en tout cas inférieur à 5, peut-être même égal à 1. Voilà, c'est dramatique, on en reparlera. Il faut acheter des dynamomètres dans les cabinets médicaux, il faut que tous les services de gériatrie aient des dynamomètres. C'est vital et indispensable. Vital et indispensable. La perte de poids et la situation d'épuisement, c'est 2 signes, surtout s'ils sont tous les 2 présents. C'est un risque d'évolution très rapide et donc c'est une urgence vitale. Et là, il faut... Et puis il y a un 3e critère qui est, contrairement à ce que vous pensez, le plus grave, c'est la vitesse de marche ralentie. C'est le risque vital qui est en jeu. Quand on marche moins vite, son risque de mourir dans les 8 ans qui suivent est bien plus important. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vous mets la force bibliographique et je vous les démontrerai si vous voulez. Il y a bien sûr un lien entre cette fragilité, la dépendance